Bonjour Monsieur Mutez. Quel bilan tirez-vous du travail de Martine Aubry pendant ces 6 dernières années? Si vous parlez du bilan avec les principales délibérations que j'ai votées, je veux dire que je ne peux dire qu'il n'est que positif. Mis à part ça, quand même, il faut reconnaître que nous avons 3 problèmes majeurs, d'ailleurs qui sont soulignés par tous les autres candidats. Le premier, c'est la dette, puisque nous avons une dette de 3 150 € par tête d'habitants, par habitant, et plus les 476 € pour le stade, plus les garanties d'emprunt que nous avons souscrites pour les bailleurs sociaux, les SPL et les sociétés d'économie mixte. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Avec une difficulté conjointe, c'est une sorte d'obligation de réfléchir à la façon dont on peut régler le problème de remboursement de la dette. Est-ce qu'on va limiter les investissements, ce qui serait quand même stupéfiant dans la mesure où on met en danger nos entreprises et donc on met en danger l'emploi? Est-ce qu'on va s'attaquer aux dépenses de la ville? Et les dépenses de la ville, quand on sait qu'aujourd'hui, sur les charges de fonctionnement, c'est 58% de personnel, puisqu'on a plus de 5000 agents. Je vois mal une ville comme, enfin disons, une Martine Aubry commencer à débaucher des fonctionnaires. Donc, comment allons-nous faire? Première question. Donc, la deuxième réflexion, elle porte sur l'emploi. Et l'emploi, aujourd'hui, malgré un nombre d'emplois importants créés dans la région et dans la métropole, pas forcément à Lille, on a un taux de chômage de 20% dans la catégorie A. Donc c'est un véritable problème. Et le troisième problème, c'est le logement, puisqu'aujourd'hui, on a des temps d'attente qui sont supérieurs à 3 ans, avec des difficultés au niveau des loyers, et là on va sans doute le voir à la fin du mois puisqu'on va arriver sur les périodes d'exclusion. Donc 3 problèmes majeurs. Donc si il y a des choses positives, et il est heureux qu'il y ait des choses positives, pour autant il y a ces 3 dossiers qui vont peser lourd sur le prochain mandat. Ensuite, il y a des choses qui sont effectivement positives. Je vais en parler cet après-midi. C'est pas parce que c'est moi qui ai mené cette politique, mais c'est parce que je l'ai menée de pair avec elle. C'est sur le développement économique à Lille, puisque l'essentiel de l'économie pour des gens de l'EDEC, c'est intéressant de savoir que c'est quand même le secteur tertiaire, puisqu'on n'a plus d'industrie. Donc c'est le commerce, l'artisanat, les services aux entreprises, services à la personne, puisque ça représente 77% des richesses de la ville et ça représente également plus de 20 000 emplois directs. Donc cette politique-là, on l'a menée de pair depuis le début et je pense que c'est un point fort. Par contre, il y a des points faibles aussi en ce qui concerne la proximité et puis le quotidien. C'est la circulation, le stationnement. Je ne suis pas du tout d'accord avec la politique que le PS a menée en lien étroit avec les Verts. Donc aujourd'hui, on voit les difficultés qu'on a à circuler et à stationner. N'oubliez jamais qu'un piéton, c'est un mec, la plupart du temps, qui a réussi, ou une femme, qui a réussi à garer sa voiture. Donc ne pas oublier des choses essentielles. Et la deuxième chose, c'est la circulation, qui est de plus en plus une ville qui s'asphyxie pour ses entrées et ses sorties, mais aussi une ville qui s'asphyxie en interne. Alors on arrivera peut-être aussi à la difficulté que l'on rencontre à Paris, à savoir un jour rentrer dans Lille en circulation alternée. Je ne suis pas persuadé que ça se passera aussi bien à Lille que ça s'est bien passé, enfin tout au moins pour une journée à Paris, donc on verra bien. Et le deuxième problème, qui risque d'être réglé quand même cette fois-ci, c'est la propreté. Et donc là, aujourd'hui, nous avions une ville qui était relativement sale. C'est lié bien entendu au manque de civisme des Lillois en grande partie. Pour autant, la façon dont on avait géré les appels d'offres dans le passé était calamiteux. Voilà, était calamiteuse. Donc aujourd'hui, on n'aura qu'un seul prestataire, donc ça c'est plutôt positif. Avant on en avait 2, un pour les ordures ménagères et un pour la propreté. Donc ils se rejetaient la balle chaque fois. Donc on avait une situation qui était vraiment détériorée. Donc on espère que cette fois-ci, avec un seul prestataire, on pourra travailler. Voilà. Donc il y a des choses aussi, moi je pense que sur l'éducation, avec ce qui a été fait avec Patrick Caner, le président du Conseil général, les choses sont positives, mis à part qu'on aura une remise en cause éventuelle de ce plan global avec les nouveaux rythmes scolaires qui vont faire leur apparition au mois de septembre. Très inquiétant tout ça. Donc ça va être un mandat très difficile.
et de tous les mandats que j'ai pu faire jusqu'à présent à Lille, puisque si je suis élu, ça sera le 4e mandat. Les 3 premiers que j'ai fait, d'abord avec le premier avec Pierre Mauroy, ensuite les 2 autres avec Martine Aubry, c'était plutôt bien, sauf ce dernier mandat qui s'est terminé un petit peu dans la difficulté. Je pense que le prochain mandat va être excessivement difficile. Très bien. Alors, le nom de votre liste, c'est Radicalement Lillois. Oui. Et vous êtes sans étiquette. Oui. Pourquoi avoir quitté le parti radical, le PRG? C'est une excellente question. J'ai été effectivement au sein du parti radical de gauche pendant, je précise de gauche, pendant 32 ans. J'ai été président de la Fédération du Nord du parti radical de gauche pendant 15 ans. Et il y a un petit jeune parisien du PRG qui est débarqué un jour et il a dit « on ne peut pas faire ça à Martine Aubry, donc tu ne peux pas faire une liste ». Alors que lors de notre dernier congrès en septembre 2012, on nous avait dit indépendance à gauche. Moi j'y ai cru, voyez, comme quoi on peut être âgé et puis être naïf. Et donc on a lancé cette liste et le petit Parisien il est venu à Lille en disant tu te soumets ou tu te démets. À moi qui avais 32 ans de parti, donc j'ai démissionné. Voilà. Je vais dire que c'est le genre de choses, enfin quand les gens me connaissent un peu, si on me dit sinon, moi je dis chiche. Voilà, donc j'ai dit chiche et donc j'ai constitué ma liste. Au départ, c'était avec le logo du PRG et on a changé le R du PRG avec un R tout à fait normal. Et donc on est radicalement lillois et radicalement libre. C'est pour ça que nous sommes sans étiquette. Et on a beaucoup travaillé sur un bouquin que vous devez connaître. C'est le bouquin de François Decloset. Aujourd'hui ou jamais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire ou d'en avoir entendu parler. Qui dit aujourd'hui que la France est hémiplégique et qu'à cause de ça, on va dans le mur. Et si on ne change pas notre mode de gouvernance, dans les 3 ans qui viennent, la France, c'est la Grèce. Donc on peut se donner rendez-vous dans 3 ans, on verra bien. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays avec une situation particulièrement dégradée. Je ne parle pas uniquement au niveau de la finance, mais je parle aussi au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie en général. D'accord. Pour revenir au niveau local, un problème que vous n'avez pas évoqué, c'est celui de la sécurité. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre l'insécurité dans l'île? Moi, je laisse les problèmes de sécurité sont réels, donc, mais je laisse surtout ça au Front National et puis à la droite qui en fait un épouvantail. Je veux dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a véritablement les problèmes d'insécurité et de délinquance, et puis le sentiment d'insécurité que l'on peut ressentir dans certains endroits. Ça, c'est la première chose. Donc nous, on fait la différence entre ce sentiment d'insécurité et la véritable délinquance, les véritables agressions. Nous ne sommes pas plus mal lotis que d'autres grandes villes, mais nous, ce sur quoi nous avons voulu insister en matière de sécurité, c'était les endroits où, effectivement, nous avions un regard plus porté vers les agressions physiques, les agressions aux personnes. Les agressions verbales, bon, ça fait partie de notre, j'allais dire malheureusement de notre époque, mais les agressions en personne, pour moi avoir vécu et être rentré chez des commerçants qui avaient été agressés, quand vous voyez un gars qui gît dans son sang par terre, ça laisse des traces, quoi. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de sécurité, mais la vidéosurveillance adaptée au lieu où l'agression se passe, c'est-à-dire où là il y a des risques réels, c'est-à-dire là où il y a l'argent, c'est-à-dire là où il y a les commerçants et les artisans. Et donc sur la vidéoprotection, nous avons beaucoup travaillé là-dessus, donc sur les linéaires commerciaux. Ensuite, sur et là je pense que tout le monde se retrouve là-dessus, c'est sur l'îlotage. C'est la présence. Et la présence, nous, elle se fait non seulement au travers de la présence policière, police d'État, et ça dépend de ce que l'on peut obtenir, que le préfet et ce qu'on peut obtenir du ministère de l'Intérieur, mais aussi et surtout ce que l'on peut faire au niveau d'une municipalité. Moi, je suis farouchement opposé à armer, comme on l'a entendu, nos policiers municipaux. Là, j'aurais peur de sortir, hein. Franchement, là, j'aurais des craintes. Par contre, qu'on ait davantage de policiers municipaux et qu'ils soient davantage affectés et aux bons horaires à la sécurisation, c'est-à-dire être vus, mais en même temps voir, nous, ça nous paraissait important. C'est la raison pour laquelle on a sorti un ratio qui n'est pas le mien. C'est un ratio qui nous a été sorti par des policiers municipaux. Le bon ratio, c'est 1 pour 1000 habitants. Donc ça ferait, on passerait à 200, ils sont à 95, donc c'est à peu près au doublement des policiers municipaux. Mais vraiment affectés à des missions d'îlotage et puis à des missions de sécurisation pour répondre à ce sentiment d'insécurité. D'accord, très bien.
Pour revenir au premier problème que vous avez évoqué, celui de la dette, Oui. concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour la réduire Nous, on a efficacement? proposé des opérations radicales. Je ne sais pas si on sera suivi, mais on reviendra là-dessus. La première opération qui nous permet de gagner de l'argent, d'abord, c'est passer d'une fusion-association des villes de l'Homme et des Lemmes à une fusion simple. Donc il n'y a plus de conseillers municipaux, enfin, de conseillers communaux à payer, qui sont des conseillers consultatifs. En plus, ils n'ont strictement aucun pouvoir. On a mesuré que sur un mandat, c'est-à-dire sur 6 ans, on gagne 1,8 million. 1,8 million, c'est 2 points de fiscalité. Mais si on va beaucoup plus loin, avoir un exécutif resserré à la ville de Lille. Bon, moi, en plus, j'ai proposé, alors même si je me suis fait taxer de populiste ou de démago, j'ai refusé, par exemple, j'ai dit, moi, je refuse d'être, je renonce à mes indemnités. Moi, je viens pour bosser pour la ville, je viens pour bosser pour les loups. Il se trouve que je vis correctement, donc j'ai pas forcément besoin de 1 200 € en plus. Et j'ai pas de parti à faire vivre. Tandis que les autres, peut-être qu'ils ont des partis à faire vivre, mais pas moi. Et nous, on a proposé, on a ressorti une proposition très ancienne d'Augustin Laurent et de Pierre Mauroy, de regrouper toutes les villes de la première couronne et d'en faire qu'une seule ville, c'est-à-dire faire Lille XXL, comme Lyon et Marseille. C'est-à-dire que là, on réduit, on gagne combien? C'est 8 conseils municipaux, donc autant d'argent de gagner, et on rationalise les équipes, et surtout, on mutualise les moyens. Ça aussi, c'est très important. Et là, si vous pouvez savoir les économies que l'on peut faire, ne serait-ce que par ça. Mais c'est vrai qu'on touche, je veux dire, au pouvoir de petites baronnies par-ci par-là. Hein. À propos c'est pour ça que c'est de, radical comme proposition. à propos justement des dépenses quelque peu injustifiées, beaucoup ont critiqué le fait d'avoir donné au nom du grand stade le nom de Pierre Mauroy et du coup de renoncer à un naming qui aurait pu rapporter un peu plus d'argent et empêcher que la ville ait une dette en plus, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est un dossier assez complexe parce qu'en fait le naming faisait partie intégrante au départ, je veux dire, de l'argent qui rentrait dans les caisses pour payer la dette du stade. Et la seule candidature qu'on a eue, parce qu'on tombe dans une situation assez dégradée sur le plan économique, et donc des gens qui sont capables de mettre 3 millions minimum, puisqu'au départ on était parti sur 5, vous voyez qu'on était vachement... on était parti sur 5, 3 millions par an pour avoir son nom sur un stade. C'était un peu... et le seul qui a proposé ça, c'était Partouche, et encore à hauteur de 2,5 millions. Et comme Partouche, c'est l'ennemi déclaré de Martine Aubry, au nom des valeurs que partage M. Partouche, et qu'elle ne partage pas, bien entendu, c'était non. Donc il a fallu trouver une autre solution. Comme il n'y avait pas d'autres namer, on a trouvé cette solution tout à fait hybride, de dire on va avoir toute cette communication qui va être sur le côté et qui va nous rapporter pour partie de l'argent, et puis faisons en sorte que bon, ça soit ce stade qui a été décidé par Pierre Mauroy. C'est un peu hypocrite d'une certaine façon parce que Pierre Mauroy, c'est lui qui effectivement a fait cette proposition de très grand stade, parce que c'était pas ce stade-là qui avait été choisi au départ, vous savez, parce que c'est pour ça que j'ai dit c'est très complexe. Hein. Il y a la construction du stade proprement dit avec le choix des fâches par rapport à l'autre. Voilà, ça c'est le premier problème. Et ça c'est effectivement Pierre Mauroy qui avait tout son poids dans la balance pour faire en sorte qu'on ait le grand et magnifique stade que nous avons. Mais de l'autre côté, il fallait trouver l'argent en plus. Donc, comment expliquer? On était dans l'affectif. Le vote qui s'est fait, parce que je suis vice-président de la communauté urbaine, donc j'étais présent, on a été dans l'affectif. C'est-à-dire que droite et gauche, on a dit pourquoi pas Pierre Mauroy, alors qu'on savait qu'il n'était pas particulièrement fouteux. Donc soyons clairs aussi là-dessus. Et c'était une façon de faire en sorte qu'il y ait une sorte de consensus le plus large possible sur le nom. Voilà. Bon, c'est une personnalité. Il y a bien un stade Chabandelmas à Bordeaux, Geoffroy Guichard. Enfin, que ce soit des personnalités, pourquoi pas, quoi. Le problème, effectivement, c'est que, bon, vous l'avez vu, Éric Darc a gagné le premier procès. Donc, le premier, comment dirais-je, la première délibération n'était pas bonne. La deuxième, elle est encore attaquée. Donc, on verra bien, mais elle est attaquée sur la forme, pas sur le fond. Et les seuls qui n'ont pas voté pour ça, ce sont effectivement les Verts, qui eux sont restés dans leur logique financière en disant on n'avait pas besoin d'un grand stade comme ça, c'était pas là qu'il fallait le mettre, donc ils sont restés cohérents sur leur choix. Voilà. Ce qui n'était pas facile à gérer de la part d'Eric Quiquet,
puisqu'il s'est retrouvé un peu seul au moment où il a dit qu'il ne voterait pas. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on va payer la dette, quoi. C'est bien, on revient au projet initial, au-delà du projet affectif de nommer le stade Pierre-Mauroy, on va aller chercher où l'argent? Alors, justement, on parlait de Pierre Mauroy. Il a dit un jour que, je schématise, c'était pas ça exactement, mais la culture à Lille, le foot à Lens. Donc pour la culture, qu'est-ce que vous comptez faire dans votre mandat pour booster la culture à Lille? On a une approche qui est assez différenciée aussi des autres, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on se situe un peu à mi-chemin de la droite et de la gauche dite traditionnelle. Moi, je ne jette pas Lille 3000, le bébé avec l'eau du bain, quoi. Soyons clairs, il y a des très belles choses qui ont été faites grâce à Lille 3000 et grâce aussi à Lille, capitale européenne de la culture. Mais si on a eu Lille, capitale européenne de la culture, c'est parce qu'avant, Pierre Mauroy avait présenté la candidature de Lille pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ce qui fait que déjà, il y avait une démarche qui avait été entreprise de niveau international à ce stade-là. Et puis maintenant, avec capitale européenne de la culture, c'était jouable. Donc ça a été pris à bras-le-corps par Martine Aubry, avec une équipe qui a fait des très belles choses. On continue à travailler sur ce schéma-là maintenant tous les 2 ans. Donc c'est pas mauvais. Moi, le reproche que l'on peut faire, c'est que ça coûte très cher. Dans une situation très, très difficile en matière de finances, voilà. On va chercher des mécènes, mais ces mécènes auraient pu être utilisés pour une culture que je qualifierais plus multiculturelle et plus populaire. Donc c'est notre approche à nous. Et nous, on a une approche qui est beaucoup plus de terrain, une approche qui se veut, je veux dire, proche de tous les artistes intermittents et tout ça qui vivent de ce métier ici sur la région lilloise. Et le premier projet, je ne sais pas si vous avez vu Wéo, le premier projet que nous avons suggéré, c'était de dire, nous on veut par exemple un grand parc à thème, puisque on est allé rechercher dans nos mémoires historiques. C'est D'Artagnan qui était gouverneur de la place de Lille, donc on s'était dit, Lille est devenue lillois grâce à Louis XIV. Enfin, Lille est devenu français plutôt, excusez-moi, grâce à Louis XIV. D'Artagnan, gouverneur de la place, c'était pas mal. Ensuite, enfin, il y a eu d'autres histoires avec les Hurlus, les Tournaisiens qui voulaient envahir. Et donc, là aussi, on peut faire un certain nombre de choses. Et donc, un grand parc à thème, avec une histoire, d'Artagnan, les remparts, la citadelle, et puis faire quelque chose qui soit l'exemple du Puy du Fou, qui ferait travailler non seulement des tas de bénévoles, qui ferait ressortir l'histoire de Lille, et puis aussi des tas d'artistes, derrière aussi des tas de gens, des costumiers, donc faire en sorte que localement ça rapporte des choses plutôt que d'aller chercher des artistes en Corée, en Amérique ou ailleurs, qui sont sans doute de grands talents, qui participent à la notoriété de Lille sur le plan international, mais pour autant qui ne font rien qui n'apportent rien à tous nos artistes locaux, régionaux et français. Donc c'est un peu franchouillard comme proposition, mais au moins ça a le mérite de faire vivre des gens derrière. Alors, dans l'actualité, on a eu le pic de pollution qu'on a connu à Paris et puis un peu à Lille aussi. Au niveau de l'écologie, parce que dans votre programme, vous proposez de faciliter la circulation en voiture dans l'île, sachant que le parc automobile français, il est très diesel, et donc ça va un peu... on se dit que c'est pas très éco-responsable dans un sens. Donc qu'est-ce que vous proposez au niveau de l'écologie? De toute façon, soyons clairs, au niveau d'un maire, on n'a rien à proposer. C'est-à-dire que la modification de la structure du parc automobile français, il ne dépend pas du maire de Lille ni des autres maires. Donc la première chose, c'est pas la peine de dire je vais faire ceci. Ce que l'on peut faire, c'est faire la gratuité du transport, ce qui est un peu contradictoire avec le refus des écolos de faire la gratuité en temps normal, donc, et qui est une gratuité qui est demandée par le Front de gauche. Donc vous voyez que les contradictions, ils ne sont pas uniquement que chez moi. Hein. Bon. En ce qui concerne la pollution, vous avez vu, donc, les écolos arrivent à rayer du dictionnaire le mot brouillard et brune. Bon, donc bien. Hier, c'était les voitures à essence qui produisaient du CO2. Maintenant, elles ne produisent plus de CO2. Maintenant, c'est des particules fines. Demain, si on arrive à résoudre le problème des particules fines, ça sera quoi comme type de pollution? En fait, les écolos ont un gros problème avec la bagnole. Moi, j'en ai pas. Donc, moi, si j'avais pas de voiture et que je devais aller dans les 3 ou 4 endroits où je travaille, en vélo, c'est impossible. Et je rappellerai que Madame
Marie-Christine Blandin, qui avait été élue présidente du conseil régional, vous vous souvenez, à une certaine époque, elle avait dit, moi je ferai tous mes déplacements en vélo. Ça a duré 15 jours. D'ailleurs, les 15 premiers vélos ont été volés dès les premières semaines. Et elle, après, bien entendu, elle est repartie dans sa bagnole avec chauffeur. Donc soyons clairs là-dessus. Je veux dire que moi, je veux bien que l'on exprime un certain nombre de points de vue. Moi, je suis favorable au covoiturage. Je suis favorable au transport collectif. Je suis favorable, je veux dire, au vélo. Et même, je trouve qu'on doit protéger davantage les cyclistes. J'ai même travaillé avec la DAV. Quand vous voyez toutes les étiquettes sur le cul des camions et sur le cul des autocars et des autobus, vous voyez ce papillon vert qui est sur le... C'est moi. Parce que je suis délégué régional de la FNTV, de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Donc, excessivement favorable à tout ce qui est transport collectif. Voilà. Mais on peut aussi être favorable au transport par voiture parce que ça reste quand même un outil de liberté pour l'emploi, pour le travail, pour des tas de choses. Voilà. Donc si un jour on a un pic de pollution, on prendra notre mal en patience, on fera en sorte que, mais pour autant, je veux dire, si les fabricants de voitures font des efforts supplémentaires au niveau des filtres pour faire en sorte qu'il y ait moins de particules fines et que ça permet de faire en sorte que notre parc petit à petit se modifie, s'améliore, se transforme, pourquoi pas, et que demain on ait davantage de voitures électriques, davantage de voitures hybrides. Mais dire du jour au lendemain, il faut interdire les voitures, je veux dire, diesel dans les villes, c'est quasiment impensable. Moi, j'ai commencé à changer de comportement. Ma voiture perso, elle est à essence et elle est petite. C'est une Micra, donc vous voyez, je sais faire des efforts et je sais rester intelligent dans mes changements de comportement. Pour autant, je veux dire, lorsque j'ai des choses à transporter, je prends mon break, qui est diesel. Je suis désolé, mais bon. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien le dire. C'est le mode yaka, il faudrait qu'on, ou il n'y a plus qu'à, ça n'existe pas en politique, ça n'existe pas. Ou alors on est sectaire, dogmatique, et puis bon, on bloque tout, quoi. Mais vous considérez faire la gratuité des transports en commun, par exemple, à Lille tout le temps? Alors sûrement pas la gratuité, parce que c'est jamais gratuit. Quand on fait quelque chose de gratuit, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui paye. Et ce quelqu'un, c'est tout le monde. C'est-à-dire vous, moi, enfin si vous payez des impôts, pas encore peut-être. Ce que je vous souhaite, c'est que vous gagnerez votre vie, honnêtement, je l'espère. Et donc à ce moment-là, vous paierez des impôts. Et c'est dans ces impôts que la gratuité se retrouvera. Moi, ce qui me fait peur, vous avez vu l'article dans La Voix du Nord hier, 17 millions de pertes pour Transpol, avec ces histoires de vélo, puis ces histoires de passe-passe. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, quoi. Aujourd'hui, la fraude n'a jamais été aussi importante à cause de ce passe-passe qui ne fonctionne pas. Et vous savez que la dette de 1,8 milliard à la communauté urbaine, elle est due surtout aux 600 millions qu'on va payer pour le doublement du métro. Donc vous voyez que le transport gratuit, c'est une image. C'est un fantasme, c'est une vraie fausse bonne idée. Voilà. Mais ça n'existe pas, la gratuité. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et de toute façon, ça sera toujours ce cochon de contribuable. Alors, une dernière question peut-être sur la question des Roms. Ceci étant dit, oui. Pour finir sur cette question-là, je suis partisan quand même de ce qu'on appelle une tarification sociale et solidaire pour les gens qui sont en difficulté. Voilà, c'est toute la différence. Vous voyez que je suis vraiment bien, je veux dire, entre les gens qui veulent telle ou telle chose et puis les gens, voilà. Une tarification solidaire et sociale, pourquoi pas? D'accord. Et donc, je reviens sur une dernière question, sur la question des Roms, qui revient quelquefois dans le débat des municipales. On a beaucoup critiqué la gestion de Martine Aubry. Certains, chez les Verts, par exemple, avaient qualifié sa politique envers les Roms d'inhumaine. Qu'est-ce que quel avis vous avez sur cette question des Roms à Lille? Comment vous allez gérer ça si jamais vous êtes élu? D'abord, nous, dans notre programme, vous verrez qu'on n'en parle pas. C'est pas qu'on soit timide en la matière, on le traite dans le dossier sécurité. Et nous, on aborde le problème des Roms, non pas en termes de population déplacée, mais on l'aborde en termes d'insécurité. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de lutter contre toutes les formes de mafia, qu'elles soient liées à la drogue, qu'elles soient liées aux métaux, qu'elles soient liées à la prostitution, qu'elles soient liées à toutes ces formes de mafia. Et dedans, je veux dire, je ne veux pas stigmatiser une population plutôt qu'une autre, c'est tous ceux qui sont dans ces réseaux mafieux. Et si vous avez le courage d'aller devant la prison de Los, et que vous arrivez à rentrer, vous savez, dans ce camp de Roms, vous allez voir là des véritables réalités.
C'est-à-dire, vous avez le camp qui est le camp bulgare, vous avez le camp hongrois et vous avez le camp roumain. Donc le camp, je veux dire, hongrois, c'est avec les belles caravanes. Le camp bulgare, c'est avec les trucs un peu moins, et tous les trucs disparates, le briquet de broc et tout ça, ça c'est le camp roumain. Il y a un chef de camp, c'est-à-dire c'est pas une république, c'est pas un maire, c'est rien du tout. Il y a un chef de camp qui gère, qui fait payer l'eau et l'électricité à tout le monde, et toutes les associations qui apportent à manger à ce camp. La générosité, la grandeur d'âme des gens, des Français, je veux dire, elle n'est pas à démontrer. C'est lui qui prend et qui revend après derrière. Ça, voilà. Donc voilà, ça, c'est des réalités. Et quand on avait eu les vols des métaux et tout ça. Alors, en faire le reproche à Martine Aubry. S'il y a un reproche que l'on peut faire à Martine Aubry, il est simple et unique. On a eu... moi, je connais bien le dossier, vous savez pourquoi? Parce que je suis vice-président, enfin jusqu'au 23, vice-président chargé des affaires juridiques à la communauté urbaine. Donc c'était moi qui étais chargé des évacuations, pas des exclusions, des évacuations des camps, qu'ils soient des gens du voyage ou des Roms. Donc vous voyez, encore une fois, il ne faut pas stigmatiser une population par rapport à une autre. Hein. Donc il y avait les gens du voyage et les Roms, bien entendu, dans l'esprit des gens, c'est tous, c'est les Ramano, c'est les Tziganes, voilà, c'est tout. Et là maintenant, c'est les Roms, parce que... S'il y a un reproche que l'on peut faire à Martine Aubry, c'est à la suite d'un gros clash qui s'était produit à Villeneuve d'Ascq, avec une prise de parole assez dure de la part mais parce que sollicité par ses habitants, du maire de Villeneuve d'Ascq, Gérard Caudron, Martine Aubry s'est aperçue que la communauté urbaine portait sur elle tout le poids des exclusions, enfin des évacuations. Et donc Bibi qui signait tous les trucs. Donc j'avais un avocat qui était spécialisé là-dedans, c'était Maître Caffier. On avait notre huissier, et on avait notre réseau, ce qui fait que j'arrivais à avoir des évacuations à chaque fois en 3 jours maximum. Donc j'étais efficace. Enfin, nos services étaient efficaces, le truc était bien réglé. Et quand ça s'est réglé à la communauté urbaine, on s'est aperçu que là, il y avait, avec le Front de gauche et les Verts, comme vous venez de le dire, une émotion, sans doute sincère. Hein, moi, je ne récuse pas la sincérité des écolos et du Front de gauche vis-à-vis de ces populations déplacées. On a eu, à cette époque-là, on estimait qu'il y avait entre 700 et 800 Roms sur l'agglomération lilloise. Et il y a eu 6 mois de moratoire, comme on avait appelé ça. C'est-à-dire 6 mois, rien n'a été fait, rien n'a été signé. Et il y a eu un véritable appel d'air. Et donc, s'il y a un reproche qu'on peut faire à Martine Aubry, c'est ça, c'est ce moratoire. C'est que ça. Pour le reste, elle gère au mieux avec la loi qui lui est donnée. Et on est passé de 700-800 à plus de 3000, selon les sources policières non officielles, encore une fois. Et j'en veux pour un exemple que j'ai un article de presse que je garde précieusement, que vous pouvez retrouver dans Libération. Et il y a eu une enquête qui a été faite par des journalistes de Libération, je crois que c'est en Bulgarie. C'est pas en Roumanie, ça doit être en Bulgarie. Et où on interrogeait les populations roms d'une ville de ce pays, et en disant pourquoi vous choisissez la France, et si vous allez en France, vous voulez aller où? Une ville que, si je disais à n'importe quel étudiant, aussi bien, même expert en géographie, de dire où se trouve cette ville dans ce pays, il serait infoutu de me le dire. Par contre, tous les Roms de cette ville connaissaient la ville de Lille. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a plus rien d'autre à dire. Ça veut dire que dans les réseaux qui s'organisent pour faire passer des gens d'un pays à l'autre, de façon clandestine, parce que ça fait partie des réseaux que j'évoquais tout à l'heure, ça, c'est quelque chose de très dramatique. Et il y a eu des réseaux qui se sont organisés de telle façon que pendant 6 mois, il y a eu un afflux considérable de nouveaux Roms qui sont arrivés à Lille. Pas dans la région, pas en France, à Lille. Et s'il y a une responsabilité, elle est là. Mais bon, on ne pouvait pas prévoir. D'accord. Et vous voulez rajouter quelque chose pour conclure cet entretien? N'importe. Nous, on est optimistes, même si le 23, c'est un grand jour d'humilité, un jour on rend au peuple sa parole. Donc, mais nous, on est assez optimistes sur notre façon d'envisager les choses, et on espère, si on est dans le prochain conseil municipal,
que ce clivage gauche-droite qui pour nous rend la France hémiplégique et la ville de Lille hémiplégique disparaîtra. Et qu'on ait une autre vision parce que on pourra s'en sortir que si tout le monde, si nous unissons tous nos efforts. Si on reste dans des combats qui s'annoncent très durs, quand on entend M. Dilly pour le Front National, quand on entend M. Le Cerf pour l'UMP-UDI, ça s'annonce très mal le prochain conseil municipal. Ça veut dire que ça va être une bagarre permanente. Si on ne dépasse pas ça, on se plante. Lille sera dans un foutoir pas possible. Donc le clivage gauche-droite, une ville de Lille hémiplégique et hégémonique, on n'en veut plus. Enfin, nous, on n'en veut plus et c'est à ça qu'on va travailler. Bah, écoutez, merci beaucoup. Voilà, on va le dire en ch'ti, hein, il s'émote bien, il faisait te vire. Quoi. Voilà.